Imaginez des étendues infinies où le vent joue avec l'herbe et où le ciel semble sans limite. Nous voyagerons aujourd'hui vers ces lieux, où la civilisation humaine cherchait encore sa voie. Le monde que nous explorerons était radicalement différent du nôtre, mais c'est ici que sont nées des forces capables de changer le cours de l'histoire. Et si l'armée la plus puissante de l'histoire surgissait non pas de palais et de forteresses, mais des steppes sauvages, où la survie dépendait du courage et de la capacité à lire le vent, cette question, tel un murmure discret du passé, nous mène aux origines de grands changements. Bien avant que le nom de Gengis Khan ne soit connu d'Orient en Occident, les steppes eurasiennes abritaient de nombreux peuples. Ces terres, qui s'étendaient de l'océan Pacifique au Danube, furent le berceau de civilisations nomades. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, leur vie étant façonnée par le changement des saisons et le mouvement de leurs troupeaux. Cavaliers, guerriers et bergers chevronnés, ils vivaient dans un monde en perpétuel mouvement, où l'on pouvait s'installer partout où l'herbe était suffisamment épaisse pour brouter. Malgré leur désunion, ces tribus nomades possédaient une culture et des traditions uniques. Elles valorisaient la liberté, la loyauté et la force. Leur société reposait sur les liens claniques et les coutumes tribales. C'est dans cet environnement que se développèrent les compétences qui leur permettraient plus tard de créer l'un des plus grands empires de l'histoire. Les steppes n'étaient pas seulement un habitat. Elles enseignaient la patience, l'endurance et l'adaptabilité. Vivre dans de telles conditions exigeait une vigilance constante et la capacité à prendre des décisions rapides. Chaque jour était une épreuve d'endurance, et seuls les plus résilients pouvaient survivre et prospérer. C'est dans cet environnement rude, mais d'une beauté unique, au milieu d'une herbe perte de vue et sous un ciel majestueux, que débuta l'aventure d'un homme dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Un voyage modeste, mais qui mena à des conquêtes et des transformations sans précédent. Nous commencerons notre voyage depuis le début, à une époque où l'Empire n'existait pas encore, mais où ses fondations étaient déjà posées. Dans les vastes steppes d'Eurasie, où le vent soufflait dans les hautes herbes, une légende naquit. C'est l'histoire d'un homme dont le nom devint synonyme de pouvoir et de changement, Gengis Khan. Mais avant de devenir le grand Khan, il n'était qu'un jeune garçon dont l'enfance fut semée d'épreuves. Le futur conquérant naquit vers 1162, dans la famille du noble chef mongol Yesuge. Son vrai nom était Temujin, signifiant forgeron ou fer. Ce nom lui fut peut-être donné en l'honneur d'un ennemi vaincu par son père peu avant sa naissance. Sa mère, Oolun, était une femme sage et forte qui influença grandement son éducation. L'enfance de Temujin fut loin d'être sereine. Alors qu'il n'avait que 9 ans, son père, Yesuge, fut empoisonné par des ennemis. Cet événement marqua un tournant dans la vie du jeune Temujin. Sa famille, privée de protection et de soutien, se retrouva dans une situation extrêmement vulnérable. Contrainte d'abandonner son ancien foyer, elle vécut dans la pauvreté, craignant constamment les attaques. À cette époque, la société mongole était fragmentée en de nombreuses tribus et clans, souvent en conflit les uns avec les autres. La vie était rude et la survie dépendait de la force, de la ruse et de la loyauté des alliés. Temujin apprit dès son plus jeune âge à se battre pour sa place au soleil. Il apprit l'amertume de la trahison et la valeur de la véritable amitié. L'un des moments clés du développement de Temujin fut son enlèvement par le clan hostile Taichiyud. Il réussit à s'échapper, mais cette expérience forgea son caractère et renforça sa détermination.
Il comprit que la force et l'unité étaient essentielles à la survie et à la prospérité. Sa femme, Borté, joua un rôle clé dans son destin. Fille d'un autre chef respecté, elle avait été mariée à un homme arrangé. Un jour, alors que Temujin et ses hommes étaient en campagne, son camp fut attaqué par un clan merkite et Borté fut enlevé. Ce fut un sérieux défi pour Temujin. Il se tourna alors vers son vieil ami et allié Jamukha et son père Togrul, Khan de la tribu Kéreid, pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils réussirent à repousser l'attaque et à reprendre Borté. Cette opération conjointe renforça ses liens avec ses alliés et démontra ses qualités de chef. Durant cette période, Temujin commença à rassembler autour de lui des partisans fidèles. Il était attiré non seulement par les guerriers, mais aussi par ceux qui possédaient intelligence et loyauté. Il apprit de ses aînés, absorbant leur expérience des affaires militaires et de la gouvernance. Jamukha, d'abord son ami et camarade, puis son principal rival, joua un rôle clé dans son développement. Ils combattirent ensemble, mais au fil du temps, leurs chemins se séparèrent lorsqu'il devint évident qu'ils se disputaient tous deux le pouvoir dans la steppe. Au début du XIIe siècle, Temujin était suffisamment puissant pour défier les autres grands chefs. Il entreprit méthodiquement d'unifier les tribus mongoles et turques disparates sous son règne. Ses méthodes étaient variées. Il recourait à la force militaire et à la diplomatie, proposant des alliances et promettant protection. Il était connu pour son impartialité envers ses partisans et sa cruauté envers ses ennemis. Sa capacité à constituer des troupes fortes et loyales joua un rôle clé dans son succès. Il valorisait non seulement la noblesse de naissance, mais aussi les qualités personnelles de ses guerriers: bravoure, loyauté et compétence. Il mit en place un nouveau système organisationnel où la loyauté était avant tout envers lui-même et non envers les liens familiaux. En 1205, après une série de batailles décisives et de manœuvres politiques, Temujin avait soumis la plupart des tribus mongoles. Lors d'une grande assemblée appelée Kurultai, tenue sur les rives de l'Onon, il fut proclamé Grand Khan et reçut le nom de Gengis Khan, signifiant souverain universel ou seigneur du monde. Plus qu'un simple titre, c'était le symbole de la naissance d'une nouvelle puissance qui allait bientôt changer le cours de l'histoire mondiale. C'était l'aube d'une ère nouvelle. Un monde qui n'avait connu jusque-là que des tribus nomades disparates se trouvait désormais au seuil de l'émergence d'un État unifié et puissant, né au cœur des steppes eurasiennes. Gengis Khan, après avoir surmonté les épreuves de son enfance et de sa jeunesse, devint un unificateur, un dirigeant dont la volonté et la vision déterminèrent le destin de millions de personnes. Après sa proclamation Grand Khan, Gengis Khan dut non seulement préserver ses conquêtes, mais aussi instaurer un ordre dans la vie de ses sujets. Les steppes, où chacun était habitué à une certaine liberté et à ses propres coutumes, exigeaient un nouveau système. C'est alors que naquit le grand code de loi, le Yasa. Il ne s'agissait pas d'un simple recueil de règles, mais d'un code destiné à établir l'ordre, la justice et l'unité entre des tribus disparates. Le Yasa réglementait de nombreux aspects de la vie, du service militaire à la distribution du butin, en passant par les relations familiales et le comportement en public. Ces dispositions visaient à renforcer l'autorité du Khan, à promouvoir la discipline et à prévenir les conflits civils. Le fondement du pouvoir de Gengis Khan résidait dans son armée. Son organisation reposait sur des bases fondamentalement nouvelles. Au lieu de la division traditionnelle en clans et tribus, l'armée était divisée en unités décimales,
dizaines, centaines, milliers et tumènes, chacune dotée de ses propres commandants nommés par le camp lui-même. Cette structure garantissait une discipline stricte et un commandement efficace. La loyauté des soldats était dirigée non pas vers leur chef de tribu, mais vers Gengis Khan et ses officiers. Il s'agissait d'une avancée révolutionnaire qui permit de créer un mécanisme militaire unifié et bien coordonné. L'armée accordait une grande importance à l'entraînement et à la préparation. Les guerriers suivaient un entraînement rigoureux, perfectionnant leurs compétences à l'arc, à l'épée et au combat monté. Les archers mongols comptaient parmi les plus talentueux au monde. Ils pouvaient tirer à cheval et atteindre leur cible avec une grande précision. Les tactiques mongoles comprenaient des raids rapides, des feintes, des encerclements et l'utilisation de la pression psychologique sur l'ennemi. Ils exploitaient habilement les avantages de leur mobilité et de leur familiarité avec le paysage steppique. La vie quotidienne dans l'armée était rude mais juste. Le butin était réparti selon des règles établies, éliminant ainsi le vol et le mécontentement. Chaque soldat connaissait sa place et son rôle. La discipline était de fer. Désobéir aux ordres ou faire preuve de lâcheté était sévèrement puni. Cependant, pour leur bravoure et leur loyauté, les soldats recevaient des récompenses et un respect mérité. Cela créait un climat de responsabilité mutuelle et de dévouement à la cause commune. Ayant bâti une armée puissante et instauré l'ordre intérieur, Gengis Khan était prêt à s'étendre. Son regard se porta au-delà de ses steppes natales. Ses premières cibles furent les peuples et États voisins avec lesquels les Mongols entretenaient des relations de longue date, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. Ces premières campagnes visèrent à soumettre les tribus rebelles restantes et à consolider les frontières. L'un des premiers affrontements majeurs fut la guerre contre l'État tangoute de Xia. Les Tangoutes, qui vivaient dans le nord-ouest de la Chine, étaient depuis longtemps sous influence mongole. Gengis Khan lança plusieurs campagnes contre eux à partir de 1201 environ. Ces campagnes n'étaient pas seulement des opérations militaires, mais aussi une sorte d'entraînement pour la jeune armée mongole, un moyen d'acquérir des ressources et de démontrer sa puissance. Au cours de ces campagnes, les Mongols apprirent à assiéger des villes, à franchir de nouveaux types de fortifications et à mener des opérations militaires contre des populations plus sédentaires. Un élément important de la stratégie de Gengis Khan consistait à prendre le contrôle des routes commerciales. Les steppes eurasiennes étaient traversées par d'anciennes routes caravanières, et leur contrôle impliquait non seulement des recettes fiscales, mais aussi la capacité d'influencer l'économie des États voisins. L'expansion de son domaine lui ouvrait l'accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles ressources, vitales pour une puissance en pleine expansion. Les premières années qui suivirent l'unification des tribus furent une période de consolidation du pouvoir et de préparation à des conquêtes de plus grande envergure. Gengis Khan prit son temps, réfléchissant soigneusement à chaque étape. Il comprenait que le succès à long terme exigeait non seulement une supériorité militaire, mais aussi une gouvernance avisée, fondée sur des lois claires et un traitement équitable de ses sujets. Les Yassa devint le fondement de l'empire futur et l'armée, bien organisée, en devint la main de fer. Ces deux éléments, la loi et la force, devinrent le moteur de l'expansion mongole qui allait bientôt bouleverser la carte du monde. Après que Gengis Khan eut fermement établi son pouvoir sur les tribus mongoles et lancé ses premières campagnes victorieuses, il se tourna vers le sud, vers les riches terres de l'État du Khwarezm-Shah. Ce royaume puissant, étendu sur de vastes territoires d'Asie centrale, possédait une culture développée, de grandes villes et un potentiel militaire considérable.
Le souverain du Khwarazm était Ala ad-Din Mohammed II, un dirigeant ambitieux et parfois imprudent dont les actions finirent par entraîner sa mort et l'effondrement de l'État tout entier. Le conflit fut déclenché par un incident tragique survenu vers 1221. Une ambassade mongole, envoyée par Gengis Khan pour établir des relations commerciales et des échanges, fut traîtreusement attaquée dans la ville d'Otrar. La ville était sous le contrôle d'un gouverneur du Khorezm-Shah, Inaltchuk. Sur ordre d'Inaltchuk, peut-être par crainte d'un renforcement de l'influence mongole ou de sa propre initiative, tous les membres de l'ambassade furent tués et leurs biens pillés. Cet acte d'agression, qui violait toutes les lois de l'hospitalité et les normes internationales, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Gengis Khan. Il y vit non seulement une insulte, mais une déclaration de guerre directe. Ayant rassemblé une vaste armée, estimée entre 100 et 200 000 guerriers, Gengis Khan commença les préparatifs d'une grande campagne. L'armée mongole était hautement organisée et disciplinée. Chaque guerrier connaissait sa place et son rôle. Une caractéristique distinctive de l'armée mongole était sa mobilité. Sa cavalerie légère, capable de couvrir de vastes distances, et son aptitude à manœuvrer en terrain découvert en faisaient un adversaire redoutable. Les Mongols étaient également réputés pour leur technique de siège, empruntée aux Chinois et à d'autres peuples sédentaires, et utilisaient divers engins de siège, tels que des catapultes et des béliers. En 1221, les troupes mongoles traversèrent le Sir Daria et envahirent le territoire de l'État du Khwarazm. Gengis Khan divisa son armée en plusieurs corps, chacun poursuivant ses propres objectifs. Un détachement, sous le commandement du général Djebeh et de Soubedeh, se déplaça vers l'ouest pour distraire les forces ennemies et repérer les itinéraires. Gengis Khan lui-même, avec le gros de son armée, se dirigea vers le sud, en direction des plus grandes villes du Khwarazm. La première cible majeure fut la ville d'Otrar, où l'ambassade fut attaquée. Après un siège acharné de plusieurs mois, la ville fut prise. Inaltchuk fut capturé et, selon certaines sources, soumis à un châtiment sévère, qui aurait pu aller jusqu'à lui verser de l'argent fondu dans les yeux en guise de représailles pour le butin volé. Les Mongols se dirigèrent ensuite vers Bukhara, l'un des plus importants centres culturels et commerciaux d'Asie centrale. La prise de Bukhara en 1221 fut un événement symbolique. La ville était solidement fortifiée, mais les tactiques mongoles, qui comprenaient à la fois des assauts directs et des manœuvres rusées, se révélèrent efficaces. Les habitants de la ville, comme dans d'autres lieux conquis, durent faire face aux dures réalités de la conquête mongole. Nombre d'entre eux furent tués, d'autres réduits en esclavage, et la ville elle-même fut détruite. Cependant, contrairement à la destruction totale parfois attribuée aux Mongols, les villes furent souvent reconstruites pour servir de nouveaux centres administratifs et de sources de revenus pour l'Empire. La cible suivante était Samarcande, capitale de l'Empire des Khwarezm-Shahs. Au lieu d'unir ses forces et de mener une riposte décisive, le Khwarezm-Shah Mohammed II traversa le pays à toute vitesse pour tenter d'organiser une défense. Mais ses actions furent désordonnées et inefficaces. Il abandonna Samarcande et se dirigea vers le sud, vers la mer Caspienne, où il mourut dans la pauvreté et l'obscurité sur une île. Le siège de Samarcande débuta en 1221. Les Mongols déployèrent toutes leurs ruses et leur savoir-faire militaire. Ils construisèrent des remblais pour escalader les murs, utilisèrent des engins de siège pour détruire les fortifications, et utilisèrent même des prisonniers comme boucliers humains. Après plusieurs mois de siège, la ville tomba. Les Mongols, comme à Bukhara, procédèrent à une purge brutale, mais la ville elle-même, comme beaucoup d'autres, ne fut pas complètement détruite.
Elle fut pillée, mais se repeupla plus tard et devint un élément important de l'Empire mongol. La campagne contre l'été du Khwaremsha ne fut pas une simple invasion militaire, mais aussi la démonstration d'une nouvelle puissance, capable d'écraser même des royaumes puissants. La stratégie de Gengis Khan reposait non seulement sur la supériorité militaire, mais aussi sur la pression psychologique. Les rumeurs sur la cruauté et la brutalité des Mongols se répandirent plus vite que leur armée, semant souvent la panique et la démoralisation parmi ses ennemis. Les conséquences de la chute de l'empire de Khwaremsha furent considérables. Cet État, qui avait été un centre commercial et culturel pendant des siècles, fut pratiquement détruit. Des millions de personnes périrent ou furent contraintes de fuir. De vastes territoires d'Asie centrale tombèrent sous la domination mongole. Cette campagne ouvrit la voie à l'expansion de l'empire mongol vers l'ouest, en Perse, en Transcaucasie et au-delà jusqu'aux frontières de l'Europe. Pour les habitants des terres où se déroulèrent les campagnes mongoles, ce fut une période de grands bouleversements. Les villes autrefois grouillantes de vie, les artisans, les marchands et les agriculteurs, tous confrontés à la destruction et à l'incertitude, étaient confrontés à la destruction et à l'incertitude. Cependant, il est important de comprendre que la conquête mongole ne signifiait pas toujours l'anéantissement total. Après la destruction initiale, les Mongols cherchèrent à asseoir leur autorité, à collecter les impôts et à maintenir l'ordre. Pragmatiques, les villes détruites ne leur apportèrent aucun bénéfice. Par conséquent, après une période de chaos, la reconstruction commençait souvent, sous une nouvelle direction. La chute de l'empire des Khwarezmshah démontra au monde la puissance et la détermination de Gengis Khan. Ce ne fut pas seulement une conquête, mais le début d'une nouvelle ère, où l'empire mongol devint la puissance dominante sur les vastes étendues de l'Eurasie. Cet événement annonça de nouvelles conquêtes et les profonds changements que les Mongols allaient apporter à l'histoire de nombreux peuples. Après la victoire triomphale de la campagne contre les Khwaremshah, Gengis Khan et ses guerriers tournèrent leur attention vers le nord, vers les vastes terres de la Chine du Nord. C'est là que régnait la puissante dynastie Jin, fondée par les Jurchen, un peuple originaire de la vallée de l'Amour. Au début du XIIe siècle, vers 1121, les Jurchen renversèrent leurs prédécesseurs, les Khitans, et fondèrent un empire s'étendant de la Mandchourie au fleuve Rouaï. La capitale des Jin était Zhongdu, plus tard connue sous le nom de Pékin, un magnifique centre de pouvoir et de culture. La dynastie Jin représentait un adversaire redoutable. Son armée était bien organisée et ses terres possédaient d'importantes ressources. Les Jurchen, peuple habitué aux conditions difficiles, étaient d'habiles guerriers. Ils adoptèrent également avec succès de nombreux acquis de la civilisation chinoise, notamment le système bureaucratique et l'agriculture. Sous la domination des Jin, le nord de la Chine était une région dotée de villes développées, de marchés animés et d'un secteur agricole florissant. La vie des gens ordinaires, paysans et artisans, suivait généralement des traditions séculaires. Les paysans cultivaient les champs, cultivant le riz et le blé, tandis que les artisans des villes créaient de la soie, de la céramique et des objets en métal. Le commerce était florissant, reliant les différentes régions de l'Empire. Les Mongols commencèrent leurs invasions des terres Jin dans la première moitié du XIIIe siècle, vers 1215. Ces campagnes furent longues et ardues. Les Jurchen opposèrent une résistance acharnée, utilisant leurs forteresses et leurs troupes bien entraînées. Les Mongols, quant à eux, employèrent leur tactique renommée, fondée sur la mobilité, la rapidité des manœuvres et la pression psychologique.
Ils utilisèrent habilement le matériel de siège, le capturant souvent au peuple vaincu, et l'adaptèrent à leurs propres besoins. L'un des moments clés de la conquête de la Chine du Nord fut la prise de la capitale, Zhongdu, en 1213. Cette ville, cœur de l'empire Jin, fut conquise et en grande partie détruite après un long siège. La perte de la capitale porta un coup dur à la dynastie Jin. Les Mongols ne s'arrêtèrent pas là. Ils poursuivirent leur campagne, affaiblissant progressivement la résistance ennemie. Il est important de comprendre que les conquêtes mongoles ne furent pas un processus uniforme. Elles comportaient souvent des périodes d'intenses actions militaires suivies de périodes d'instauration de la domination mongole. Après la conquête, les Mongols cherchaient à établir un gouvernement, à collecter des impôts et à maintenir l'ordre. C'étaient des dirigeants pragmatiques. Les villes détruites et les terres dévastées ne leur apportaient aucun bénéfice. Par conséquent, après une période de destruction, la reconstruction commençait souvent, même sous une nouvelle direction. En 1234, la dynastie Jin s'effondra définitivement. Ces terres furent annexées par le vaste empire mongol. La conquête de la Chine du Nord fut d'une importance capitale. Elle étendit non seulement la domination de Gengis Khan, mais permit également aux Mongols d'accéder aux ressources, à la technologie et à l'expérience de l'un des États les plus avancés de l'époque. Artisans, ingénieurs et scientifiques chinois intégrèrent l'armée et l'administration mongole, apportant leur savoir et leur savoir-faire à de nouvelles conquêtes. Ce fut une étape cruciale vers la création du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Ainsi, les Mongols non seulement détruisirent, mais transformèrent aussi, intégrant les réalisations des peuples conquis à leur propre système. Après des campagnes victorieuses en Chine du Nord, les commandants mongols tournèrent leur regard vers l'ouest. L'empire, qui s'était étendu sous le règne de Gengis Khan, cherchait à renforcer ses frontières et à sécuriser ses routes commerciales. Pendant ce temps, à l'ouest, dans les steppes eurasiennes, vivaient des peuples et des États dont le destin allait bientôt être lié à l'expansion mongole. L'un des événements les plus marquants de cette période fut l'affrontement entre les armées mongoles et les principautés russes. Ce n'était pas la première rencontre, mais cette campagne particulière eut des conséquences considérables. En 1223, les commandants mongols Subedei et Jebei, à la tête d'un détachement de reconnaissance, s'enfoncèrent dans les steppes polovtsiennes. Leur mission était d'explorer le territoire et d'évaluer la puissance d'un ennemi potentiel. Face à la menace mongole, les camps polovtsiens se tournèrent vers leurs voisins, les princes russes, pour obtenir de l'aide. Ils envoyèrent des émissaires implorant leur soutien, invoquant leurs liens de longue date et le danger commun qu'ils partageaient. Les princes russes, bien que divisés, comprirent qu'une telle menace ne pouvait être ignorée. Un congrès fut convoqué, au cours duquel il fut décidé d'apporter son aide aux Polovtsiens. Les princes rassemblèrent une armée qui, selon diverses estimations, comptait plusieurs milliers d'hommes. Parmi eux se trouvaient des guerriers de diverses principautés, Kiev, Galicie-Volhynie, Tchernigov et d'autres. À la tête de cette force unie se trouvaient des princes, dont Mstislav le Hardi, Mstislav de Kiev et Daniel de Galicie. C'était une formation militaire importante, mais elle manquait de commandement unifié et de stratégie claire. Les Mongols, forts de leur discipline et de leur leadership expérimenté, avaient anticipé cette tournure des événements. Subedei et Jebei, avertis de l'approche des forces russes, décidèrent de les piéger. Ils commencèrent à battre en retraite, attirant habilement l'armée russe plus au sud, dans la steppe. Les Mongols employèrent la tactique de la terre brûlée, privant l'ennemi de toute possibilité de se réapprovisionner en vivres et en fourrage. La bataille eut lieu sur la rivière Kalka, dont le nom est devenu synonyme de défaite tragique pour les principautés russes.
Elle eut lieu en 1223, à la fin du printemps. Les Mongols, ayant pris des positions avantageuses, attendirent que l'armée russe, épuisée par une longue poursuite et manquant de provisions, se retrouve en position vulnérable. Les premiers jours de la bataille ne donnèrent aucun avantage décisif à aucun des deux camps. Les guerriers russes, malgré leur fatigue, combattirent courageusement. Cependant, la tactique mongole commença à porter ses fruits. Ils utilisèrent leurs célèbres archers à cheval qui tiraient sur l'ennemi à distance, puis se retiraient rapidement, l'empêchant d'engager le combat rapproché. Le moment clé fut lorsque les Mongols, feignant habilement la fuite, forcèrent une partie des troupes russes, dont la suite de Mstislav le Hardi, à les poursuivre. L'armée russe fut alors éparpillée et perdit sa formation. C'est alors que les Mongols lancèrent une contre-offensive. La cavalerie mongole, dotée d'une manœuvrabilité supérieure, encercla les groupes dispersés de guerriers russes. Une bataille acharnée s'ensuivit. Les princes russes et leurs guerriers combattirent jusqu'au bout, mais les chances étaient inégales. Les Mongols, superbement entraînés et disciplinés, agissaient de manière coordonnée et efficace. La bataille de la Khalkha se termina par la déroute complète de l'armée russe. De nombreux princes furent tués et beaucoup faits prisonniers. Les pertes furent énormes. Cette défaite fut un choc pour les terres russes, démontrant leur vulnérabilité face à une armée nombreuse et bien organisée. Les conséquences de la bataille de Khalkha furent durables. Les Mongols, ayant achevé leur mission de reconnaissance, ne commencèrent pas immédiatement à conquérir les terres russes. Ils poursuivirent leur campagne vers l'ouest, mais connaissaient désormais les forces et les faiblesses de leurs futurs adversaires. Les principautés russes, affaiblies et effrayées, ne purent se remettre de ce coup dur. Il est important de noter qu'en 1223, l'armée mongole opérant sur la rivière Khalkha constituait davantage une avant-garde qu'une force principale. Gengis Khan était encore en vie, mais la campagne elle-même était davantage une mission de reconnaissance. Cependant, cette campagne devint le signe avant-coureur de l'invasion à venir qui allait changer le cours de l'histoire de l'Europe de l'Est. Pour les gens ordinaires de l'époque, ces événements étaient lointains, mais leur impact se faisait sentir. Les routes commerciales pouvaient être perturbées, de nouveaux impôts étaient levés pour soutenir l'armée, et des rumeurs de conquérants invisibles se propageaient par le bouche à oreille, semant la peur et l'incertitude. La vie dans les principautés continuait comme d'habitude. Les paysans cultivaient la terre, les artisans peinaient dans les villes et les princes se livraient à des guerres intestines. Mais quelque part à l'est, dans les steppes, une puissance se développait qui allait bientôt bouleverser ce mode de vie familier. Après la bataille de Khalkha, les Mongols poursuivirent leur voyage. Ils mirent en déroute les Koumans, puis poursuivirent leur route, explorant les terres du Caucase du Nord, traversant les territoires de la Géorgie et de l'Arménie actuelle, et atteignant même les rives de la mer Caspienne. Leur route traversa des paysages variés, des steppes infinies aux cols de montagne. Ils firent preuve d'une remarquable capacité d'adaptation à des conditions variées et surmontèrent tous les obstacles. Cette campagne vers l'ouest, bien que n'étant pas une conquête à grande échelle, fut d'une importance capitale. Elle démontra la puissance militaire mongole, son génie stratégique et sa capacité à opérer sur de vastes distances. Elle ouvrit également la voie à de futures invasions de plus grande envergure qui allaient profondément changer le sort de nombreux peuples. Les principautés russes, confrontées à cette force, tirèrent une leçon amère mais importante dont on se souviendra longtemps. Après la disparition du grand Gengis Khan, l'empire qu'il avait bâti se trouva à la croisée des chemins.
Vaste État s'étendant de l'océan Pacifique à la mer Caspienne, il n'était plus possible de le gouverner seul. Par conséquent, conformément à sa volonté, l'Empire fut divisé entre ses fils et petits-fils. Cette division n'était pas un acte d'affaiblissement, mais une mesure délibérée visant à préserver l'unité et à assurer un développement futur. Les principaux héritiers de Djongis Khan étaient ses fils, Jochi, Jagatai, Eugedei et Tolui. Chacun reçut sa part du vaste empire. Le fils aîné, Jochi, reçut des terres dans la partie occidentale de l'empire, dont l'Oural et le nord de la mer Caspienne. Ses descendants, notamment son fils Batu, formèrent plus tard la Horde d'Or. Son deuxième fils, Chagatai, hérita de terres en Asie centrale, dont l'actuel Ouzbékistan et une partie du Kazakhstan. Ce fut le fondement de l'Ulus de Chagatai, qui conserva son identité distinctive pendant des siècles. Le troisième fils, Eugedei, fut élu grand khan après la mort de Djingis Khan. Il hérita de terres au cœur de l'empire, dont la Mongolie et le nord de la Chine. C'est sous Eugedei que la capitale impériale fut transférée à Karakorum, qui devint le centre du gouvernement et un important centre commercial. Le plus jeune fils, Tolu, bien qu'il n'ait pas reçu de biens directs, hérita de la majeure partie de l'armée et des terres situées immédiatement autour de la Mongolie. Ses descendants, dont Kubilai, jouaient un rôle clé dans l'expansion de l'empire et la gouvernance de la Chine. Cette division a créé les bases de 4 grands Zulus qui, bien que faisant partie d'un même empire, se sont développés relativement indépendamment. Cela a permis à chaque région de s'adapter aux conditions locales et de poursuivre ses conquêtes. Ainsi, les descendants de Gengis Khan, fidèles à son héritage, poursuivirent leur expansion. À l'est, son petit-fils Kubilai Khan entreprit au milieu du XIIIe siècle la conquête finale de la Chine. Il renversa la dynastie des Song du Sud qui avait résisté à la domination mongole pendant décennies. La conquête du sud de la Chine fut longue et ardue, mais aboutit finalement à l'unification de toute la Chine sous domination mongole. Kubilai fonda la nouvelle dynastie Yuan qui régna sur la Chine pendant plus d'un siècle. À l'ouest, le petit-fils de Batu, fils de Jochi, poursuivit l'œuvre de son grand-père. Au milieu du XIIIe siècle, il mena une vaste campagne contre l'Europe. Son armée traversa les principautés russes, déjà affaiblies par les précédentes invasions. Les Mongols envahirent ensuite la Pologne et la Hongrie, infligeant de cuisantes défaites aux armées locales. Ces campagnes, bien que dévastatrices pour l'Europe, démontrèrent la puissance militaire mongole et sa capacité à opérer sur de vastes distances. Au même moment, d'autres descendants de Gengis Khan étendaient leurs possessions en Perse et au Moyen-Orient. Au même moment, d'autres descendants de Gengis Khan étendaient leurs possessions en Perse et au Moyen-Orient. Au milieu du XIIIe siècle, Hulagu, frère du grand khan Mengu, mena une campagne au Moyen-Orient. Il détruisit le puissant califat abbasside et s'empara de Bagdad en 1258. Cet événement marqua la fin d'une époque dans le monde islamique. L'île Kana, un État qui devint un important centre culturel et intellectuel, fut établi sur les terres conquises. Ainsi, l'empire de Gengis Khan ne s'est pas désintégré, mais s'est plutôt transformé. Il s'est divisé en plusieurs grands États, qui ont continué à se développer et à conquérir de nouveaux territoires. Cette période fut marquée par une intense activité militaire, mais aussi par la formation de nouveaux centres culturels et politiques. À cette époque, la vie des gens ordinaires variait considérablement selon les régions. Dans les terres conquises, comme la Russe ou la Chine, la vie était soumise à de nouveaux ordres. Les Mongols n'intervenaient généralement pas dans la vie quotidienne tant que la population payait tribut et respectait les lois.
Les paysans continuaient à cultiver la terre et les artisans travaillaient dans leurs ateliers. Cependant, la charge fiscale pouvait être très lourde et la menace de nouvelles invasions ou de soulèvements planait toujours. Dans les terres centrales de l'Empire, comme la Mongolie, la vie continuait de suivre le mode de vie nomade traditionnel. Les bergers conduisaient leurs troupeaux à travers les vastes steppes et les guerriers s'entraînaient et se préparaient à de nouvelles campagnes. Karakorum, la capitale, était un centre animé où se rencontraient représentants de diverses nations, commerçants et ambassadeurs. Dans les nouveaux Ulus, comme la Horde d'Or ou l'Ilkhana, la noblesse mongole s'adapta progressivement aux coutumes et religions locales. Par exemple, à la Horde d'Or, les dirigeants finirent par adopter l'islam, tandis qu'à l'Ilkhana, l'islam devint la religion dominante. Cela conduisit à une assimilation progressive et à la formation de mélanges culturels uniques. Durant cette période, malgré les guerres et les conquêtes, les bases de futurs liens commerciaux et culturels furent également posées. Les Ulus mongols, faisant partie d'un empire unique et plus vaste, facilitèrent le développement de routes commerciaux, dont la Grande Route de la Soie. Cela ouvrit de nouvelles perspectives d'échange de biens, d'idées et de technologies entre l'Orient et l'Occident. Ainsi, la période qui suivit la mort de Gengis Khan fut non seulement celle de nouvelles conquêtes, mais aussi celle du processus complexe de formation de nouveaux États et de nouvelles cultures. Les successeurs du grand Khan, suivant son impulsion, continuèrent d'étendre les frontières de l'Empire. Mais, parallèlement, chaque Ulus trouva son destin propre, posant les bases du développement futur de l'histoire mondiale. À cette époque, alors que l'empire de Gengis Khan atteignait son apogée, il était divisé en plusieurs grands Ulus, régions, chacun se développant selon sa propre voie, mais faisant partie d'un tout unique, quoique vaste. Ces Ulus, dirigés par les descendants du grand conquérant, devinrent des centres de pouvoir et d'influence, formant de nouvelles entités étatiques qui marquèrent l'histoire. L'un des Ulus, États, les plus importants, était la Horde d'Or. Son fondateur est considéré comme Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui, après des campagnes victorieuses en Occident, notamment en Russie et en Europe, prit le contrôle de vastes territoires au nord-ouest de l'Empire mongol. Vers le milieu du XIIIe siècle, vers 1240, la ville de Sarai Batu, située sur la Volga, devint la capitale de cet Ulus. La Horde d'Or s'étendait de l'Irtych à l'est au Danube à l'ouest, englobant les territoires de la Russie, de l'Ukraine, du Kazakhstan et de certaines parties d'autres pays. La vie au sein de la Horde d'Or était diversifiée. La noblesse mongole, initialement fidèle à ses traditions, assimila progressivement des éléments des cultures locales. De nombreux souverains mongols et leurs suites se convertirent à l'islam, ce qui eut un impact profond sur la vie religieuse et culturelle des Ulus. Dans des villes comme Sarai Batu, le commerce et l'artisanat se développèrent et des mosquées et des palais furent construits. Cependant, la majeure partie de la population, surtout dans les régions steppiques, continuait de mener un mode de vie nomade, pratiquant l'élevage. Le gouvernement s'exerçait grâce à un système complexe de gouverneurs et de collecteurs d'impôts. Malgré une unité apparente, les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les différentes branches de la famille régnante n'étaient pas rares. Un autre Ulus important était le Jagatai Ulus, nommé d'après le deuxième fils de Gengis Khan, Jagatai. Cet Ulus englobait des territoires d'Asie centrale, dont l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan actuel, ainsi que certaines parties du Kazakhstan et de l'Afghanistan. Sa capitale était Al-Malik, suivie d'autres centres comme Samarcande et Boukhara, deux cités anciennes et sophistiquées.
Le Tchagatai Ulus se distinguait par son engagement à préserver les traditions et les lois mongoles. Ses dirigeants devaient souvent réprimer les rébellions et maintenir l'ordre sur de vastes territoires. Un processus de synthèse culturelle s'opérait également dans cet Ulus, mais il était moins prononcé que sous la Horde d'Or, du moins à ses débuts. Le commerce le long de la route de la soie jouait ici un rôle essentiel, assurant la prospérité des villes et le développement de l'artisanat. L'île Kana, ou Empire illégaux, fut fondé par Hulagu, petit-fils de Genghis Khan, qui s'empara de Bagdad au milieu du XIIIe siècle, vers 1258, mettant fin au califat abbasside. L'île Kana englobait la Perse, la Mésopotamie et une partie de la Transcaucasie, incluant l'Iran, l'Irak, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et une partie de la Turquie d'aujourd'hui. Sa capitale était Tabriz. Les dirigeants de cet Ulus, comme ceux de la Horde d'Or, se convertirent progressivement à l'islam, ce qui facilita l'intégration de l'élite mongole à la société musulmane locale. L'île Kana devint un centre de développement des sciences, des arts et de la littérature. De nombreux érudits et poètes de renom furent sous le patronage des Ilkhans. Durant cette période, le système d'irrigation fut activement développé et des villes et des palais furent construits. Cependant, l'île Kana connut également des difficultés internes, notamment des conflits dynastiques et des conflits avec les États voisins, notamment le sultanat mamelouk d'Égypte. Ces trois Ulus, la Horde d'Or, les Ulus de Tchagatai et l'île Kana, étaient de puissantes entités étatiques qui, malgré leur relative indépendance, restaient liées par un héritage et des influences culturelles communs. Ils n'étaient pas seulement des conquérants, mais aussi des créateurs de nouvelles réalités politiques et culturelles. La vie dans ces Ulus, bien que variée selon les régions, était caractérisée par une interaction complexe entre traditions mongoles et coutumes locales. Le commerce et l'artisanat prospéraient dans les villes, tandis que les modes de vie traditionnels subsistaient à la campagne. Ces Ulus, faisant partie d'un vaste empire, ont renforcé les liens entre l'Orient et l'Occident, favorisant l'essor de la route de la soie et des échanges culturels sans précédent. Durant cette période, alors que l'empire mongol atteignait son apogée territorial, ces Ulus devinrent les principaux centres de son pouvoir et de son influence, posant les bases du développement ultérieur de l'histoire mondiale. Après que les Mongols eurent établi leur domination sur une grande partie de l'Asie, ils se tournèrent vers les riches terres du sud de la Chine. Ces terres, sous la domination de la dynastie Song, représentaient un monde radicalement différent des steppes d'où les Mongols étaient originaires. Le sud de la Chine était une terre d'agriculteurs, de villes développées, d'une culture raffinée et d'une technologie de pointe. La dynastie Song, fondée en 1960, était divisée en deux parties. Les Song du Nord, tombés aux mains des Jurchen en 1127, et les Song du Sud, qui subsistaient au sud. C'est à ces derniers que les conquérants mongols allaient faire face. Les premiers affrontements entre les Mongols et l'Empire Song eurent lieu du vivant de Genghis Khan. Cependant, une invasion de grande ampleur débuta plus tard, lorsque le petit-fils de Genghis Khan, Kubilai Khan, prit le commandement des forces mongoles. Kubilai Khan, dirigeant ambitieux et clairvoyant, chercha à parachever l'œuvre de son grand-père et à unifier toute la Chine sous la domination mongole. La campagne contre les Song du Sud fut longue et ardue. Elle débuta au milieu du XIIIe siècle et dura plusieurs décennies. Les Mongols rencontrèrent une forte résistance, une armée et une marine bien organisées, ainsi que de puissantes villes fortifiées.
Contrairement à leurs voisins du nord, la dynastie Song possédait une métallurgie avancée, lui permettant de produire des armes de haute qualité, notamment des armes à poudre. Ils utilisaient également des lance-flammes et des roquettes primitifs, ce qui représentait un nouveau défi pour les guerriers mongols. L'un des moments clés de la conquête fut la chute de Xiangyang en 1273. Située sur le fleuve Han, d'une importance stratégique, la ville fut défendue pendant plus de 5 ans. Sa chute ouvrit la voie aux Mongols jusqu'au cœur de l'Empire Song. L'armée mongole, dirigée par des commandants expérimentés comme Bayan, fit preuve de ses plus grandes qualités: discipline, mobilité et esprit de décision. Elle employa également activement des engins et des tactiques de siège, s'inspirant de l'expérience des peuples conquis. La marine chinoise joua un rôle clé dans cette campagne. L'Empire Song était réputé pour sa marine et ses navires de guerre. Les Mongols, dépourvus de marine sophistiquée, firent appel à des ingénieurs et marins chinois et construisirent leurs propres navires pour défier la domination navale des Song. En 1275, la flotte mongole, forte de milliers de navires, lança une offensive décisive. La bataille de Yanzhou, qui se déroula en 1275, fut l'une des plus grandes batailles navales du Moyen Âge. Les Mongols, forts de leur nombre et de leurs tactiques innovantes, vainquirent la flotte des Song. Cela leur ouvrit la voie vers la capitale impériale, l'Inan, qu'ils conquirent en 1276. La chute de la capitale ne signifia pas la fin définitive de la résistance. Les vestiges de l'armée et de la cour des Song tentèrent d'organiser une défense dans les provinces du sud. Cependant, en 1269, après la bataille décisive de Yaman, où la dernière flotte des Song fut mise en déroute, l'Empire cessa définitivement d'exister. La conquête de la Chine du Sud fut plus qu'un simple succès militaire. Elle eut d'énormes conséquences pour toute la région. Les Mongols, menés par Kubilai Khan, fondèrent une nouvelle dynastie, la dynastie Yuan. Kubilai se proclama empereur en 1271, bien avant la chute définitive de la dynastie Song, affirmant ainsi ses prétentions sur toute la Chine. Sous la dynastie Yuan, la Chine fut unifiée pour la première fois depuis des siècles. Les Mongols, tout en préservant leur identité culturelle, s'imprégnèrent activement des traditions et des pratiques administratives chinoises. Kubilai, contrairement à nombre de ses prédécesseurs conquérants, recherchait l'intégration plutôt que la simple domination. Il adopta de nombreux éléments de la bureaucratie chinoise, du système éducatif et même de l'écriture chinoise. La vie quotidienne en Chine a subi des changements sous la domination mongole. La noblesse mongole occupait les plus hautes fonctions, mais une part importante de l'appareil administratif est restée chinoise. Un recensement a été effectué et de nouveaux systèmes fiscaux ont été instaurés. Les Mongols ont encouragé le commerce, renforçant la route de la soie et d'autres voies commerciales. Ils ont également soutenu les arts et les sciences, quoique dans une direction quelque peu différente de celle des dynasties précédentes. La construction de la nouvelle capitale, Khanbalik, aujourd'hui Pékin, devint un symbole de la nouvelle ère. La ville fut planifiée à grande échelle, avec des palais et des temples majestueux reflétant la puissance de l'Empire mongol. Kubilai Khan chercha à créer un espace unifié où diverses cultures et peuples pourraient coexister. Cependant, la domination mongole ne fut pas sans difficulté. Elle connut des périodes de mécontentement au sein de la population locale, des soulèvements et des conflits internes. L'élite mongole, relativement restreinte, se sentait souvent isolée de la société chinoise.
Malgré cela, la dynastie Yuan laissa une empreinte significative sur l'histoire chinoise, unifiant le pays et favorisant son développement. C'était une époque où l'Orient et l'Occident devinrent encore plus proches, ouvrant de nouveaux horizons de connaissances et d'échanges. Ainsi, lorsque l'Empire mongol eut étendu sa domination de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, le moment était venu de se tourner vers l'Occident. Après la conquête triomphale de l'Asie centrale et de la Perse, une puissante armée menée par les petits-fils de Gengis Khan se mit en marche. La principale force d'attaque de cette campagne occidentale fut Batu Khan, plus tard appelé Batu Khan, fils de Jochi, le fils aîné du grand conquérant. Ces généraux étaient des commandants expérimentés comme Subedei, dont la sagesse militaire avait maintes fois prouvé son efficacité. En 1236, les troupes mongoles pénétrèrent en Russie. Ce n'était pas le premier affrontement, mais ce fut une invasion de grande ampleur. Villes et principautés, désunies et mal préparées à un tel assaut, tombèrent les unes après les autres. Ryazan, Kolomna, Moscou, Vladimir, tous ces anciens centres de la Russie furent détruits. Les tactiques mongoles étaient implacables. Attaque de cavalerie rapide, utilisation d'engins de siège empruntés aux peuples conquis et courage de guerriers habitués aux conditions difficiles. Le siège de Kiev, l'une des villes les plus importantes de la Russe, dura plusieurs mois. Les habitants de la ville résistèrent courageusement, mais les forces étaient inégales. En 1240, Kiev tomba, ne laissant derrière elle que des ruines. Les conséquences de cette invasion furent profondes. Pendant de nombreuses années, les terres russes tombèrent sous la domination de la Horde d'Or, qui devint l'un des plus importants fragments de l'Empire autrefois unifié. Cette période, connue sous le nom de Joug mongol, eut un impact profond sur le développement ultérieur de l'État russe, sa culture et sa structure politique. Mais l'expansion mongole ne s'arrêta pas avec la Russe. Dès 1241, une armée dirigée par Batu et Subutai envahit la Pologne. Les chevaliers européens, habitués à leur propre méthode de guerre, se révélèrent démunis face aux attaques rapides et impitoyables de la cavalerie mongole. La bataille de Legnica, qui se déroula en avril 1241, en fut l'un des exemples les plus marquants. Malgré leur supériorité numérique, les forces polonaises et allemandes furent mises en déroute. Les Mongols firent preuve de leur génie tactique en piégeant et en détruisant leur ennemi. Immédiatement après sa victoire en Pologne, l'armée mongole se tourna vers le sud, en direction de la Hongrie. Le royaume de Hongrie, l'un des plus puissants d'Europe centrale, se prépara à la défense. Le roi Béla IV rassembla ses forces, mais même celles-ci furent incapables de résister à l'assaut mongol. En décembre 1241 eut lieu la bataille de la rivière Sajo. Cette bataille fut l'une des défaites les plus cuisantes des armées chrétiennes de l'époque. Les Mongols, grâce à leur célèbre manœuvre, encerclèrent et détruisirent l'armée hongroise. La Hongrie, comme les territoires russes, subit une invasion dévastatrice. Les villes furent rasées et la population dispersée. L'armée mongole déferla sur le pays, semant la destruction sur son passage. Cependant, contrairement à la Russe, les Mongols ne restèrent pas longtemps en Hongrie. En 1242, après avoir appris la mort du grand Khan Ögedei, Batu Khan décida de retirer ses troupes. Cette décision aurait sauvé l'Europe d'une nouvelle invasion mongole. Les événements de 1241-1242 eurent un profond impact sur toute l'Europe. Ils démontrèrent la vulnérabilité des royaumes européens face à une nouvelle force militaire inconnue. La peur des Mongols s'empara de nombreux pays.
Nombre d'historiens pensent que ces campagnes contribuèrent au développement des États européens, les incitant à une centralisation accrue et à un renforcement de leur défense. Malgré les ravages causés par les campagnes mongoles, il convient de noter que les Mongols étaient plus que des conquérants. Après avoir établi leur domination, ils cherchaient souvent à rétablir l'ordre et à assurer la sécurité dans les territoires conquis. Si la vie sous domination mongole était difficile, elle apporta également certains changements. Les Mongols favorisèrent le commerce en sécurisant les routes commerciales, ce qui facilita les échanges culturels. Ainsi, les conquêtes mongoles en Europe, bien que marquées par la brutalité et la destruction, ont marqué une étape importante dans l'histoire du continent. Elles ont ouvert de nouveaux horizons, quoique terrifiants, forçant les nations européennes à reconsidérer leur compréhension du monde et leur place en son sein. Ces événements, qui ont eu lieu au milieu du XIIIe siècle, s'inscrivaient dans un contexte plus large d'expansion mongole qui a transformé à jamais la carte du monde. Poursuivant notre voyage à travers l'histoire, nous abordons l'un des aspects les plus étonnants des conquêtes mongoles, la période connue sous le nom de Pax Mongolica. C'est à cette époque que le vaste empire, s'étendant de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, devint le garant de la paix et de la sécurité sur ces vastes étendues. Si nous avons déjà évoqué les conquêtes, il est important de comprendre qu'après avoir établi leur pouvoir, les Mongols cherchaient non seulement à contrôler, mais aussi à développer les territoires qu'ils régnaient. C'est à cette époque que la Grande Route de la Soie, artère ancestrale reliant l'Orient et l'Occident, connut un renouveau. Avant les conquêtes mongoles, les routes commerciales étaient souvent dangereuses, sujettes aux attaques de bandits et à l'arbitraire des dirigeants locaux. Cependant, les Mongols, ayant unifié de vastes territoires sous leur domination, purent assurer un niveau de sécurité sans précédent aux voyageurs et aux marchands. Ce résultat fut obtenu grâce à la création d'un système de sécurité efficace, comprenant des relais de poste, appelés yam, distants d'environ 50 km. Ces relais offraient aux voyageurs des aires de repos, des chevaux de rechange et des provisions, accélérant et facilitant considérablement les déplacements. Le commerce prospéra. Des biens autrefois considérés comme rares et exotiques devinrent disponibles dans les régions les plus reculées de l'Empire. Soie, porcelaine, épices et thé étaient expédiés de Chine vers l'Europe. Fourrures, cuirs, métaux précieux et divers objets artisanaux voyageaient en sens inverse. Des marchands, comme le célèbre voyageur vénitien Marco Polo, dont les écrits ont survécu, entreprirent des voyages longs et parfois périlleux, mais désormais beaucoup plus prévisibles. Marco Polo passa plus de 17 ans au service du grand Khan Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, à partir de 1271 environ. Il décrivit la richesse et la diversité des marchandises qu'il découvrit en Perse, en Asie centrale et en Chine, témoignant de l'ampleur des relations commerciales. La diplomatie reçut également un nouvel élan. L'Empire mongol devint un carrefour unique où se croisaient les intérêts de nombreux États et peuples. Ambassadeurs et émissaires voyageaient librement à travers l'Empire, établissant des contacts et entretenant des relations avec diverses parties du monde. Les souverains mongols, en particulier le grand Khan Kubilai Khan, manifestèrent un intérêt pour diverses cultures et religions. Ils invitèrent à leur cour des érudits, des artisans, des artistes et des médecins de divers pays, facilitant ainsi les échanges de connaissances et d'idées. Les échanges culturels furent l'une des conséquences les plus marquantes de la Pax Mongolica. Les idées, les technologies et les styles artistiques commencèrent à se diffuser à une vitesse sans précédent.
Par exemple, les techniques de fabrication du papier et d'impression, originaires de Chine, pénétrèrent progressivement l'Occident. Les styles architecturaux, les instruments de musique et les traditions culinaires furent tous enrichis par l'interaction de différentes cultures. L'influence de l'art mongol, par exemple, se manifeste dans les miniatures persanes et dans les éléments décoratifs utilisés en Europe. Il est important de noter que l'administration mongole, malgré sa puissance militaire, était très pragmatique. Elle comprenait que la prospérité de l'Empire dépendait du bien-être de ses sujets, y compris des marchands. C'est pourquoi des lois furent créées pour protéger les caravanes commerciales et établir des règles commerciales équitables. Si les impôts existaient bel et bien, ils étaient souvent structurés et prévisibles, contrastant avec la collecte chaotique et contraignante des impôts qui pouvaient être pratiqués dans des États fragmentés. Cette période de paix et de prospérité, bien que fondée sur la force des armes, a permis à des peuples séparés par des milliers de kilomètres de mieux se connaître. La route de la soie est devenue non seulement un canal de transport de marchandises, mais aussi un canal de transmission des connaissances, des croyances et des valeurs culturelles. Ce fut un moment unique dans l'histoire, celui où un vaste territoire fut réuni sous une autorité unique, créant les conditions d'une interaction sans précédent entre les civilisations. Bien que l'empire mongol ait fini par se désintégrer, l'héritage de la Pax Mongolica a perduré. Il a démontré l'importance des liens entre les différentes parties du monde et la manière dont le commerce et les échanges culturels pouvaient favoriser le développement et la prospérité. Cette période a servi de passerelle entre l'Occident médiéval et l'Orient, ouvrant la voie à de nouveaux changements mondiaux. Maintenant que nous avons examiné cette incroyable période de paix et de prospérité, nous pouvons passer à l'aspect important suivant, le système de gouvernement que les Mongols ont créé pour maintenir leur vaste empire. Après avoir exploré la remarquable période de paix et de prospérité connue sous le nom de Pax Mongolica et étudié comment la route de la soie est devenue une artère reliant les civilisations, nous pouvons aborder un autre aspect important, le système de gouvernance mis en place par les Mongols pour préserver leur vaste empire. Ce système, bien que reposant sur la puissance militaire, était remarquablement pragmatique et efficace et a marqué l'histoire de la construction de l'État. Lorsqu'on aborde le système de gouvernance mongole, il est important de comprendre qu'il n'était pas uniforme et qu'il a évolué au fil des décennies, s'adaptant à différentes régions et cultures. Cependant, des principes communs imprégnaient l'ensemble de l'Empire. L'un de ces éléments clés était la centralisation du pouvoir, tout en préservant une certaine autonomie pour les peuples conquis. Les Mongols ne cherchaient généralement pas à détruire complètement les structures administratives existantes. Au contraire, ils les intégraient souvent à leur système, nommant des loyalistes à des postes clés ou permettant aux dirigeants locaux de se maintenir au pouvoir sous leur contrôle. Le fondement de la gouvernance reposait sur une hiérarchie stricte. Au sommet se trouvait le grand Khan, dont le pouvoir était considéré comme absolu. En dessous de lui se trouvaient ses fils et petits-fils qui gouvernaient de vastes zones de l'Empire, appelées Ulus. Ces Ulus étaient à leur tour divisés en unités administratives plus petites. Il est important de noter que l'administration mongole était très flexible. Les Mongols comprenaient que pour gouverner efficacement un territoire aussi vaste, ils devaient s'appuyer sur le savoir et l'expérience des habitants locaux. C'est pourquoi des représentants de diverses nationalités étaient souvent impliqués. Chinois, Perses, Russes et Turcs jouaient tous un rôle dans l'appareil administratif. Une attention particulière était accordée à la collecte des impôts.
Les Mongols introduisirent un système fiscal structuré, plus prévisible que le système chaotique de collecte des impôts typique de nombreux États fragmentés de l'époque. Il existait plusieurs types d'impôts: l'impôt foncier, l'impôt sur le bétail et un impôt sur les artisans et les marchands. À cela s'ajoutait un système de droits, comme l'obligation de fournir des chevaux et des guides pour les besoins de l'État, ainsi que de participer à la construction de routes et de ponts. Ces droits, bien que contraignants, contribuaient à l'entretien des infrastructures de l'Empire, ce qui facilitait le commerce et les déplacements. Pour garantir l'ordre public et la justice, les Mongols s'appuyaient sur leur code de loi, le Yasa. Bien que le texte exact du Yasa n'ait pas été conservé, on sait qu'il couvrait un large éventail de sujets. Des règles de conduite sur le champ de bataille et dans la vie quotidienne, à l'héritage et aux sanctions pour les crimes. Le Yasa visait à maintenir la discipline et l'ordre ainsi qu'à protéger les biens et la vie des sujets. Une attention particulière était accordée à la protection des voyageurs et des marchands, essentielle à la prospérité de l'Empire. Les infractions aux lois, notamment celles concernant la sécurité routière, étaient sévèrement punies. Le service postal, ou système de l'igname, jouait un rôle essentiel dans le système de gouvernance mongole. Il s'agissait d'un réseau de postes répartis à intervalles réguliers dans tout l'Empire. Chaque poste était équipé de chevaux, de fourrages et de personnel chargé de transmettre les messages et les courriers. Ce système permettait la transmission rapide des ordres, des nouvelles et des informations d'un bout à l'autre de l'Empire. Grâce au système de l'igname, les dirigeants pouvaient réagir rapidement aux événements, commander leurs troupes et maintenir le contact avec leur vice-roi. Il s'agissait d'une véritable avancée révolutionnaire pour l'époque, accélérant considérablement les processus administratifs et de communication. Dans la vie quotidienne des populations durant les conquêtes mongoles, le système de gouvernance exerçait une double influence. D'une part, l'établissement d'un ordre unifié et la protection des routes commerciales apportaient stabilité et opportunités de développement. Les marchands pouvaient parcourir de longues distances, les artisans avaient accès à de nouveaux marchés et les agriculteurs pouvaient écouler leur surplus. D'autre part, le paiement des impôts et des droits de douane était un fardeau constant. Cependant, comparé aux guerres incessantes et à l'anarchie qui pouvait régner sur des terres fragmentées, l'ordre mongol était souvent perçu comme une bénédiction. Les Mongols ont également fait preuve d'une remarquable tolérance envers les différentes religions. Ils n'imposaient pas leur foi et permettaient au peuple de pratiquer leurs propres coutumes et croyances. Cela a contribué à apaiser les tensions et à faciliter la gouvernance d'un empire multiethnique et multireligieux. Parallèlement, les Mongols eux-mêmes, surtout à des époques ultérieures, ont progressivement adopté la culture et la religion des peuples conquis, favorisant ainsi l'assimilation et la transformation. Le système de gouvernance instauré par les Mongols était complexe et multiforme. Il combinait une autorité centralisée et des éléments de décentralisation, soutenus par des lois strictes et une infrastructure performante. Bien que leur conquête ait été marquée par la violence, le principe même de gouvernance qu'ils ont instauré a contribué à la stabilisation et au développement de vastes territoires. Cette approche pragmatique de l'administration, conjuguée au développement du commerce et des communications, a posé les bases des changements mondiaux futurs, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Maintenant que nous avons examiné la manière dont les Mongols ont gouverné leur empire, nous pouvons passer à l'étape suivante, la période de déclin et de désintégration qui a inévitablement frappé cette entité grandiose. Au fil du temps, même les empires les plus puissants sont confrontés à des épreuves qui mettent leur résilience à l'épreuve.
L'empire mongol, l'un des plus vastes de l'histoire, ne fit pas exception. Après une période de croissance explosive et de conquête sans précédent, une phase naturelle s'installa. Des forces internes commencèrent à affaiblir sa cohésion, et les circonstances extérieures exigèrent une adaptation constante. Cette période de déclin et de désintégration ne fut pas un effondrement brutal, mais plutôt un processus graduel, impulsé par une multitude de facteurs qui modifièrent peu à peu le visage de cet État autrefois monolithique. L'une des premières raisons, et peut-être la plus importante, de l'affaiblissement de l'Empire fut l'absence d'un successeur unique et puissant après la mort de Gengis Khan. Bien que ses fils et petits-fils aient exercé un pouvoir et une ambition considérables, ils avaient également leurs propres intérêts et territoires qu'ils cherchaient à consolider. Après la mort du grand khan Ögedei en 1051, une période d'interrègne et de rivalité s'ensuivit entre les différentes branches de la dynastie. Les décisions concernant la succession étaient prises lors des kurultais, ou assemblées de nobles. Mais ces processus étaient souvent entachés d'intrigues et de luttes d'influence. Par conséquent, malgré la reconnaissance officielle du grand khan, le pouvoir réel passa progressivement aux mains des dirigeants des ulus, régions. Ces ulus, formés pour gouverner de vastes territoires, ont progressivement acquis une indépendance croissante. La Horde d'Or, à l'ouest, dirigée par les descendants de Jochi, les Ulus de Jagatai en Asie centrale, hérités par le fils de Jagatai, et l'Ilkhana au Moyen-Orient, fondé par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, ont tous évolué chacun selon leur propre voie. Même le grand Khan, dont le quartier général était à Karakorum, puis à Khanbalik, aujourd'hui Pékin, n'était pas toujours en mesure de contrôler efficacement les régions reculées. Les dirigeants des Ulus, étant locaux, connaissaient mieux les spécificités de leur domaine, disposaient de leurs propres armées et développaient leurs propres structures administratives. Au fil du temps, les différences entre les Ulus devinrent de plus en plus marquées. Au sein de la Horde d'Or, par exemple, des dirigeants comme Batu Khan et plus tard ses descendants adoptèrent progressivement les coutumes locales, voire la religion. L'islam commença à se répandre, devenant la religion dominante dans les Ulus. Cela les distingua des autres domaines mongols, où les croyances traditionnelles persistèrent ou où le christianisme se répandit, comme dans l'Ilkhana. Les différences culturelles, religieuses et d'intérêt politique rendirent de plus en plus difficile le maintien de l'unité de l'Empire. Un autre facteur contribuant à l'effondrement fut le déplacement du centre du pouvoir des terres mongoles traditionnelles. Après la conquête du nord de la Chine et la fondation de la dynastie Yuan, la capitale impériale fut transférée à Khanbalik. Pour les Mongols, habitués à un mode de vie nomade dans les steppes, la vie dans une grande ville sédentaire était inhabituelle. L'élite dirigeante s'éloigna alors progressivement de ses racines et adopta les traditions administratives chinoises. Si cela facilitait une gouvernance plus efficace en Chine, cela risquait également d'affaiblir les liens avec les autres parties de l'Empire, éloignées du nouveau centre. Outre les facteurs internes, des circonstances externes ont également contribué au déclin de l'Empire. Les peuples conquis, bien que soumis à la domination mongole, n'étaient pas toujours totalement loyaux. Des rébellions éclataient périodiquement, nécessitant d'importants efforts militaires pour les réprimer. Par exemple, en Chine, malgré l'établissement de la dynastie Yuan, la résistance de la population chinoise persistait.
Au milieu du XIVe siècle, en 1368, la dynastie Yuan fut renversée par une rébellion menée par Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming. Cet événement devint l'un des exemples les plus frappants de la perte de contrôle des Mongols sur un vaste territoire. Des processus similaires se produisirent dans d'autres régions de l'Empire. En Asie centrale, les Zulus de Jagatai finirent par se désintégrer en fiefs plus petits. À l'île Kana, malgré un essor culturel et intellectuel, la dynastie fondée par Hulagu s'effondra au début du XIVe siècle, ouvrant une période de troubles et de fragmentation. Même la Horde d'Or, qui avait perduré plus longtemps que les autres, commença progressivement à perdre de son pouvoir. Les conflits internes, les luttes de pouvoir entre les différents camps et l'affaiblissement du contrôle sur les territoires périphériques conduisirent à son déclin progressif. La logistique joua également un rôle important dans l'affaiblissement de l'Empire. Maintenir le contrôle d'un territoire aussi vaste nécessitait d'énormes ressources et un système de communication efficace. Bien que les Mongols aient développé un excellent service postal, le système YAM, permettant une transmission rapide des messages, gouverner les régions reculées demeurait une tâche complexe. La nécessité d'une présence militaire constante, de la collecte des impôts et du maintien de l'ordre sur de vastes distances pesait lourdement sur les ressources de l'Empire. Les facteurs économiques ont également joué un rôle. Si l'Empire mongol favorisait le commerce, il nécessitait également d'importants investissements économiques pour soutenir l'armée et l'appareil administratif. Les impôts, sans être prohibitifs par rapport à ceux d'autres États, pesaient néanmoins lourdement sur la population. De plus, dans certaines régions, notamment celles où la domination mongole était relativement récente, l'économie pouvait pâtir des conséquences de la conquête et nécessiter une restructuration. Progressivement, à mesure que l'autorité centrale s'affaiblissait, des ulus individuels commencèrent à se développer en États indépendants. L'identité mongole, qui avait uni les conquérants, commença à s'éroder sous l'influence des cultures locales. Les dirigeants des dynasties mongoles, vivant parmi les peuples conquis, adoptèrent leur langue, coutumes et religion. De ce fait, les descendants de Gengis Khan devinrent de plus en plus locaux dans leur domaine, perdant ainsi contact avec leur héritage mongol commun. Sous l'effet de ces processus, le vaste empire mongol, qui s'étendait autrefois de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, s'est progressivement désintégré en plusieurs États plus petits. Bien que conservant certains traits de l'héritage mongol, ces États ne formaient plus une entité unifiée. Leurs histoires se sont développées indépendamment, qu'ils ont continué d'interagir les uns avec les autres en tant qu'entités politiques distinctes. Cette désintégration ne signifiait pas la disparition totale de l'influence mongole, mais elle marquait la fin de l'ère d'une puissance mongole unifiée qui avait si profondément influencé le cours de l'histoire mondiale. Ainsi, le déclin et l'effondrement de l'Empire mongol furent un processus multifactoriel. Il incluait l'absence d'un dirigeant fort et unifié après Gengis Khan, l'indépendance croissante des ulus, régions, les différences culturelles et religieuses, ainsi que les défis extérieurs et les rébellions internes. L'affaiblissement progressif de l'autorité centrale et l'essor des centres régionaux conduisirent à la transformation de l'Empire autrefois unifié en une mosaïque d'États indépendants, chacun poursuivant sa propre voie historique. Cette période marqua la fin naturelle d'une ère de conquête grandiose, mais ne signifia pas la disparition complète de l'héritage mongol, qui continua de perdurer dans la culture, la politique et les peuples des terres autrefois dominés par les descendants de Gengis Khan.
l'héritage mongol ne se résume pas à ses grandes conquêtes, mais à une influence profonde et multiforme, encore perceptible aujourd'hui. Il s'est manifesté dans de nombreux domaines de la vie, façonnant le caractère de nombreux peuples et États. Imaginez une vaste mosaïque dont chaque fragment, intégré à un tout, a acquis ses propres caractéristiques. De même, l'Empire mongol, après sa désintégration, a laissé derrière lui de nombreux fragments, chacun continuant de vivre et de se développer, portant en lui un fragment de son glorieux passé. L'un des aspects les plus remarquables de cet héritage fut la diffusion des idées et des technologies. Les Mongols, habiles intermédiaires, relièrent l'Orient et l'Occident. La grande route de la soie, qui connut alors un nouvel essor, traversa leur territoire. Des caravanes commerciales transportant non seulement des marchandises, mais aussi des connaissances, des idées et de l'artisanat circulaient librement entre l'Europe et l'Asie. Cela facilita les échanges de savoir-faire culturels. Par exemple, des technologies telles que la fabrication du papier, la poudre à canon et l'imprimerie, originaires de Chine, furent connues en Occident grâce aux Mongols. À leur tour, les découvertes européennes, comme la cartographie et certains types d'armes, pénétrèrent en Orient. Le système administratif créé par les Mongols eut également un impact significatif. Malgré la désintégration de l'Empire, nombre de ces méthodes administratives furent adoptées par les dirigeants locaux. Les Mongols introduisirent des systèmes fiscaux standardisés et développèrent un service postal appelé YAM, qui permit la transmission rapide d'informations et de messages sur de vastes distances. Ce système était si efficace que certains éléments s'en subsistèrent dans de nombreuses régions, même après la chute du régime mongol. Par exemple, les relais postaux établis par les Mongols devinrent la base du développement des infrastructures de transport de la Horde d'Or et d'autres États. Le système juridique fondé sur le Yassa, le code de loi de Genghis Khan, a également laissé son empreinte. Bien que le Yassa dans sa forme originale n'ait pas survécu, ses principes, justice, ordre et respect de la loi ont influencé le développement des systèmes juridiques des Zoulous. Le droit mongol visait l'unification et l'équité, ce qui était particulièrement important pour un empire vaste et diversifié. Même après son effondrement, certains éléments de la justice mongole ont pu être adaptés et utilisés par les dirigeants locaux. L'influence culturelle des Mongols ne fut pas moins significative. Bien qu'ils se soient largement assimilés à la population locale, ils y ont apporté leurs traditions et coutumes. Dans les régions où la domination mongole a perduré longtemps, comme la Perse et la Chine, on a observé un enrichissement mutuel des cultures. En adoptant l'islam ou le bouddhisme, les nobles mongols ont contribué à la diffusion de ces religions. Ils ont également favorisé les arts et les sciences, invitant à leur cour des érudits, des poètes et des artistes. L'impact sur la démographie et les migrations fut également significatif. Les conquêtes de Genghis Khan et de ses successeurs provoquèrent des déplacements massifs de population. Des villes furent détruites et des populations déplacées, modifiant le paysage ethnique et culturel de nombreuses régions. Il convient toutefois de noter que les Mongols attiraient souvent des artisans et des spécialistes des terres conquises, facilitant ainsi leur installation et leur développement sur de nouveaux territoires. L'impact géopolitique des conquêtes mongoles fut colossal. La chute d'États puissants comme les Khwarezm-Chas et l'Empire Jin remodela la carte du monde. L'émergence de nouveaux États comme la Horde d'Or, les Jagatai Ulus et l'île Kana façonna de nouvelles réalités politiques. Bien qu'héritiers d'un empire unifié, ces États se développèrent selon des trajectoires distinctes, entretenant des relations complexes entre eux et avec les puissances voisines.
Examinons de plus près comment l'héritage mongol s'est manifesté dans différentes parties du monde. En Chine, après près d'un siècle de domination mongole sous la dynastie Yuan, la culture chinoise n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est enrichie. Les Mongols, tout en préservant leur identité propre, ont activement interagi avec la civilisation chinoise. Ils ont adopté le système de gouvernance chinois, développé le commerce et encouragé la construction de canaux et de routes. La technologie et l'art chinois ont connu un nouvel essor. Après l'expulsion des Mongols et l'instauration de la dynastie Ming, de nombreuses réalisations de l'ère Yuan ont été préservées et développées. Par exemple, la céramique chinoise, réputée pour son artisanat raffiné, a prospéré sous les Mongols et ses traditions se sont perpétuées. En Asie centrale, sur le territoire de l'ancienne Ulus de Tchagatai, la noblesse mongole s'est progressivement mêlée à la population turque locale. Cependant, l'héritage mongol a perduré dans la langue, les coutumes et les traditions politiques. La formation d'États comme l'Empire timuride était largement liée aux traditions mongoles de construction étatique. Timur, bien que n'étant pas un descendant direct de Gengis Khan, a adopté les symboles du pouvoir mongol et a cherché à restaurer la grandeur de l'empire. Au Moyen-Orient, dans l'État d'Ilkhan, la noblesse mongole adopta l'islam et favorisa activement le développement des sciences et des arts. De nombreux historiens et érudits de l'époque soulignent l'essor de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine à la cour des Ilkhans. Par exemple, l'observatoire de Maraga, fondé par Nasir ad-Din Tusi, devint l'un des principaux centres scientifiques de son époque. Les Mongols contribuèrent à la préservation et au développement des cultures arabes et persanes et apportèrent également de nouvelles idées et technologies de Chine. En Europe de l'Est, la Horde d'Or, l'un des plus importants vestiges de l'Empire, a profondément influencé le développement des principautés russes. La période de dépendance envers la Horde, connue sous le nom de joug mongol, a duré plus de 2 siècles, de 1240 à 1480 environ. Cette période a été difficile pour les territoires russes, mais elle a également contribué à la centralisation du pouvoir à Moscou, qui est progressivement devenu le centre de la résistance et de l'unification des territoires russes. Les Mongols ont contribué aux affaires militaires, à l'organisation administrative et au système fiscal. De nombreux mots liés à la gouvernance, à la finance et à l'habillement sont entrés dans la langue russe à partir des langues turques parlées dans la Horde. Il est intéressant de noter que la domination mongole, malgré son caractère agressif, a contribué au développement d'un État russe unifié. Les princes de Moscou, ayant reçu la charte de règne des clans de la Horde d'Or, ont progressivement consolidé leur pouvoir en collectant des tribus et en réprimant les rébellions des autres principautés. Paradoxalement, cela a conduit au renforcement du gouvernement central, qui a finalement pu se libérer du joug de la Horde. En Europe, l'invasion mongole, bien qu'elle n'ait pas conduit à l'instauration d'un régime permanent, a laissé des traces. La peur des Mongols, leur tactique militaire et l'organisation de leurs armées ont influencé les dirigeants et les généraux européens. Certains historiens pensent que les Mongols ont indirectement contribué au développement des États européens, les forçant à rechercher de nouvelles formes de défense et d'organisation. Il est important de noter que l'héritage mongol n'est pas entièrement positif. Les conquêtes se sont accompagnées de destruction, de pertes humaines et de la perte de trésors culturels. Cependant, l'histoire ne connaît pas de phénomène purement positif ou négatif. Les conquêtes mongoles, catalyseurs du changement, ont déclenché des processus qui, à long terme, ont modifié le cours de l'histoire mondiale. Examinons quelques détails illustrant cette influence.
Prenons l'exemple de la cartographie. Les Mongols, parcourant de vastes territoires, ont recueilli des informations sur la géographie, les rivières et les montagnes. Ces informations, collectées et systématisées, ont contribué à la création de cartes plus précises. Grâce au monde mongol, des explorateurs européens comme Marco Polo ont pu explorer l'Asie et en rapporter de précieuses informations. Dans le domaine des communications, comme mentionné précédemment, le système YAM était révolutionnaire pour l'époque. Il permettait de transmettre des messages à une vitesse jusque-là inédite. C'était important non seulement pour l'administration de l'Empire, mais aussi pour le développement du commerce et de la diplomatie. Imaginez qu'un message de Pékin à l'Europe puisse être transmis en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois ou années. Les échanges culturels se manifestèrent également dans l'art. Les ornements, motifs et modèles mongols furent intégrés aux arts décoratifs de Perse, d'Inde et de Chine. De nouveaux sujets liés à la vie mongole, à la chasse et aux campagnes militaires apparurent dans la peinture. On retrouve également des traces de l'influence mongole dans le domaine médical. Nomades, les Mongols possédaient leurs propres connaissances en matière de plantes médicinales et de pratiques thérapeutiques. Ces connaissances, mêlées aux traditions médicales d'autres peuples, ont contribué au développement de la médecine. Il est important de comprendre que l'héritage mongol n'est pas une image statique, mais un processus dynamique. L'influence des Mongols n'était pas unilatérale. Ils ont eux-mêmes absorbé la culture et les traditions des peuples conquis, s'adaptant aux conditions locales. Ainsi, chaque État né des ruines de l'Empire a acquis ses propres caractéristiques. Par exemple, au sein de la Horde d'Or, où la noblesse mongole adopta rapidement la langue turque et l'islam, une culture unique émergea, combinant des éléments mongols, turcs et arabes. Cet État joua un rôle important dans l'histoire de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale. Sous l'Ilkhanat, l'adoption de l'islam par la noblesse mongole a favorisé l'essor de la culture et des sciences persanes. Les Ilkhans ont favorisé érudits, poètes et artistes, contribuant ainsi à la création d'œuvres d'art et de travaux scientifiques remarquables. Dans les Ulus de Tchagatai, où la noblesse mongole a fusionné avec la population turque, une culture unique s'est développée qui a influencé les États ultérieurs d'Asie centrale. Même dans la lointaine Europe, l'influence mongole, bien qu'indirecte, se faisait sentir. La peur des Mongols et de leur puissance militaire força les États européens à rechercher de nouvelles voies de développement. Ce sont peut-être précisément ces défis qui ont contribué à l'essor des États-nations en Europe. Ainsi, l'héritage des conquêtes mongoles n'est pas seulement une histoire de destruction et de guerre. C'est une histoire d'interaction mondiale, d'échanges culturels et de formation de nouvelles réalités politiques et sociales. Les Mongols, sans le savoir, sont devenus un puissant catalyseur de changement qui a remodelé le monde et posé les bases de nombreux processus modernes. Leur empire, bien que de courte durée, a laissé une marque indélébile sur l'histoire humaine, démontrant l'étroite interconnexion entre les différents peuples et cultures, et comment un seul événement peut déclencher une réaction en chaîne transformant des continents entiers. Cet héritage perdure dans les langues, les coutumes, les systèmes politiques et les traditions culturelles de nombreux peuples, rappelant la fragilité et pourtant le caractère remarquable de l'histoire humaine. L'empire né des steppes ne fut pas seulement une période de conquête, mais aussi un puissant catalyseur qui changea le cours de l'histoire.
Le chemin qui mena des humbles origines à la création du plus grand empire terrestre fut jalonné d'événements à jamais gravés dans les annales de l'humanité. Nous avons vu comment Gengis Khan, en unifiant des tribus disparates, posa les bases de ses accomplissements futurs. Sa loi, le Yassa, devint le fondement de l'organisation de l'armée et du gouvernement de vastes territoires. Cette puissance, cette discipline et ce respect de l'ordre permirent aux Mongols de traverser les continents, reliant l'Orient et l'Occident. Des conquêtes initialement dévastatrices ont finalement eu des conséquences inattendues. La chute de l'empire du Khwarezm, la conquête de la Chine du Nord, les campagnes vers l'ouest, dont la bataille de la rivière Khalkha, et l'invasion des principautés russes, tout cela s'inscrivait dans un processus grandiose. Mais derrière ces succès militaires résidait non seulement la force, mais aussi une grande capacité d'organisation. Les successeurs de Gengis Khan, après avoir divisé l'Empire, poursuivirent son expansion, fondant des États tels que la Horde d'Or, les Jagatai Ulus et l'Ilkhanat. Dans ces nouvelles formations, la noblesse mongole, en interaction avec les cultures locales, contribua à leur développement. Dans l'Ilkhanat, où la noblesse mongole adopta l'islam, la culture et la science persane prospérèrent. Savants, poètes et artistes trouvèrent un mécénat et produisirent des œuvres remarquables. Dans les Zulus de Jagatai, où la noblesse mongole fusionna avec la population turque, une culture unique émergea qui allait influencer l'histoire ultérieure de l'Asie centrale. Même dans la lointaine Europe, où la présence directe des Mongols était limitée, leur influence se faisait sentir. La crainte de la puissance mongole et de leur organisation militaire poussa les États européens à rechercher de nouvelles voies de développement. Ce sont peut-être ces mêmes défis qui ont contribué à la formation des États-nations en Europe, stimulant la quête de force et d'unité interne. Ainsi, l'héritage des conquêtes mongoles n'est pas seulement une histoire de destruction et de guerre. C'est l'histoire d'interactions profondes et généralisées entre les peuples, d'échanges culturels sans précédent qui ont uni des mondes auparavant disparates. C'est l'histoire de la formation de nouvelles réalités politiques et sociales qui ont déterminé le développement ultérieur de nombreuses civilisations. Les Mongols, sans le savoir, sont devenus un puissant catalyseur de changement qui a remodelé le monde médiéval. Leur empire, bien que de courte durée dans son unité, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Il a démontré l'étroite interconnexion entre différents peuples et cultures et comment un seul événement peut déclencher une réaction en chaîne transformant des continents entiers. La grande route de la soie, relancée par la domination mongole, est devenue une artère par laquelle circulaient non seulement les marchandises, mais aussi les idées, le savoir et la technologie. Les liens diplomatiques tissés à travers de vastes étendues ont facilité les contacts entre nations éloignées. Le système mongol d'administration, de fiscalité et de droit, bien qu'adapté aux conditions locales, témoignait d'un engagement envers l'ordre et l'efficacité. Cette influence, qui s'est répandue dans tout le vaste empire, a laissé des traces. Le déclin et l'effondrement d'un empire, bien qu'inévitables, font également partie du processus historique. Les causes de la fragmentation et de la perte de contrôle territorial ont servi d'enseignement aux générations suivantes de dirigeants. Mais l'héritage le plus important de la domination mongole fut la conscience de l'interdépendance du monde. En unifiant de vastes territoires sous leur bannière, les Mongols contribuèrent à rendre le monde plus ouvert et accessible. À cette époque, les frontières devinrent moins impénétrables et les barrières culturelles plus perméables.
c'est précisément l'héritage positif de l'ère mongole, créer les conditions d'une interaction mondiale, stimuler les échanges culturels et façonner de nouvelles réalités politiques et sociales. Les Mongols ont balayé l'histoire tel un puissant tourbillon, mais après leur départ, le monde n'a plus jamais été le même. Ils sont devenus le catalyseur qui a accéléré les processus, conduit à l'épanouissement de certaines civilisations et posé les bases du développement d'autres. L'étude de cette période nous permet d'observer non seulement une chronologie de batailles et de conquêtes, mais aussi les processus profonds et durables qui ont façonné notre monde. Elle nous rappelle comment l'histoire entrelace les destins des nations, comment même les événements les plus dévastateurs peuvent avoir des conséquences positives inattendues, et à quel point tous les coins de notre planète sont interconnectés. Cet héritage perdure dans les langues, les coutumes, les systèmes politiques et les traditions culturelles de nombreux peuples. Il nous rappelle combien l'histoire humaine est fragile et pourtant merveilleuse, et combien il est important de comprendre le passé pour mieux appréhender le présent. Que ce voyage à travers les pages de l'histoire mongole vous apporte la paix et la compréhension que même dans les périodes les plus turbulentes, des processus se produisent et conduisent au développement et au changement. L'histoire, telle une rivière, coule, changeant de rive, tout en préservant son essence. Et chaque époque, même la plus difficile, contribue à l'image globale de l'existence humaine. Le monde continue d'évoluer, et chaque événement, aussi lointain soit-il, s'inscrit dans ce flux continu. Plongez dans cette paix, dans cette conscience de la grandeur de l'histoire qui nous unit tous. Que votre sommeil soit profond et paisible.